l'objet de la structure de bien-être animal, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le bien-être des animaux entretenus dans le cadre de ces projets de recherche. Merci. De rien. Y a-t-il une autre question ? Non, donc on va te remercier Michel et je vais en profiter aussi pour dire qu'en Occitanie, on a monté un réseau plutôt qui est Toulouse Occitanie. Donc c'est un réseau structure du bien-être animal auquel doivent participer tous vos présidents de SBEA. Donc ce réseau, il est animé par Stéphanie et moi-même. Donc Stéphanie, vous avez l'adresse là. Si jamais vous avez des questions sur de la veille scientifique, des choses comme ça, un point sur des méthodes alternatives, voilà. Donc on travaille en réseau et on peut peut-être répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, voilà. Et ensuite, on est rattaché aussi au réseau national SBEA, qui est monté par Delphine Denet, etc. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur le bien-être animal, n'hésitez pas, Stéphanie, voilà, s.fraisse@envt.fr. Maintenant, je crois qu'il faut écrire Stéphanie en entier. Voilà, les deux marchent. Oui, une question ? Bonjour. En termes de non-conformité concernant le bien-être animal, y a-t-il des points rédhibitoires vous concernant quand vous faites des visites ? Alors, lorsqu'on fait donc... alors, je me permets de vous reprendre, on ne fait pas des visites, on ne se promène pas, on fait des inspections. Non, non, je me permets gentiment de vous reprendre. On fait des inspections, voilà. Non, mais c'est parce que ce sont nos supérieurs qui nous le disent régulièrement. Non, non, tu ne vas pas en visite, tu vas en inspection. Bon, d'accord, donc tact. Bien, chef. Donc, ensuite, on établit un rapport d'inspection, et pour chacune des non-conformités, on doit, en quelque sorte, classer le niveau de gravité de la non-conformité qui est observée. Donc, tous les points qui peuvent avoir une atteinte grave sur le bien-être des animaux seront des points qui vont être rédhibitoires ou proches du rédhibitoire. Parce que le rédhibitoire, quand vous dites rédhibitoire, ça veut dire on ferme l'établissement. Bon, on peut y arriver à fermer l'établissement, lorsque vraiment ça va mal. Mais en général, avant de fermer l'établissement, on met des avertissements et on demande que les mesures correctives soient mises en place et on revient voir. Voilà. Donc, toutes les atteintes graves au bien-être animal, par exemple, mettre en place, réaliser une laparotomie sans aucune anesthésie, sans aucune analgésie, bon, ça va être une atteinte grave au bien-être animal et ce sera une non-conformité qui va être classée très grave. Et ça, ou bien, en général, il y aura un relevé d'infraction pour un truc comme ça. Sinon, après, les autres atteintes qu'il peut y avoir, bon, par exemple, si on a une structure de bien-être animal qui ne se réunit pas, ou qui se réunit mais ne fait pas de compte rendu, ça va être une non-conformité qui va être classée pas rédhibitoire, mais qui va être classée importante. Et donc, on va vous mettre en demeure pour l'avenir que les structures du bien-être animal se réunissent et qu'il y ait une trace des discussions qui ont eu lieu, de la réunion, quoi. Est-ce que je me fais comprendre ? Voilà. Donc, atteinte grave au bien-être animal, ce sera une non-conformité majeure. Sinon, tout le reste, ce qui est du fonctionnement, ça va être on classe en A, B, C, D. Donc, D, c'est le majeur. Et puis, le A, c'est le très bien. Le B, ça va être une conformité mineure. Et C, moyenne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu, si je suis clair, hein, dans ce que j'ai dit. C'est bon, mais c'est à toi, c'est un. Donc on te remercie, Michel.
Et donc maintenant, Toujours avec grand plaisir que j'interviens devant vous, hein. Et surtout, lorsque vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Bon, maintenant, je pense être suffisamment connu pour que vous puissiez m'adresser vos demandes directement, hein. Je vais te piler. Non, il est là. Merci. T'as pas de poche. Alors il va falloir que tu tiennes ça. D'accord. Il faut appuyer dessus. Non, t'appuies sur rien. Donc voilà, donc CETA va nous parler maintenant de l'évolution des pratiques en faveur du BEA. Voilà. CETA, tu vas d'abord te présenter. Parce que... Ah, tu vas le faire après. Bon, très bien. Eh bien, je te passe la parole et puis voilà. Merci. Tu peux le faire en affichage dupliqué. Tu peux le faire en affichage dupliqué avec les notes. Tu veux tes notes, c'est ça ? Donc bonjour. C'est pas trop fort, non c'est bon. Je le pose. Ça marche comme ça? C'est très bien, super. Ok. Personne n'a des problèmes de genoux ou de dos? Non, bon, bah, c'est super. Avant de me présenter, j'aime bien connaître aussi les gens en face de moi, en fait. C'est pour ça que je pose la question. Et donc, l'idée, c'est que j'aimerais bien que vous levez, pardon, quand vous vous sentez concerné. Donc déjà, pour réchauffer, qui travaille dans le secteur privé? Donc, normalement, si je fais le contraire, secteur public, je suppose... Non, c'était privé, ça, pardon, excusez-moi. Il y a eu un temps de latence, excusez-moi. Ah, d'accord, ça, c'est le secteur privé, d'accord. Et secteur public, je suppose, du coup, maintenant, juste pour voir si tout le monde joue le jeu. Ok, super. Donc volontairement, hein, je pourrais faire lever les mains, mais je suis très visuel et j'aime bien. Et puis c'est l'occasion aussi de tous se connaître, puisque finalement on passe quelques heures ensemble. Donc soyez curieux, vous pouvez vous retourner aussi, hein. Je suis pas le seul à profiter. Donc qui travaille à l'INRA? Ouais, c'est mieux pour moi aussi visuellement, même pour vous. Ok. L'école vétérinaire. Comme ça vous pouvez vous voir. Ok. L'INSERM. Ok. CNRS. Quand même, ouais. Et est-ce que j'ai oublié un institut de recherche, potentiellement? Excusez-moi, l'université de Paul Sabatier. Voilà, comme ça je ne fais pas des oublis. Merci. Ok. Donc j'ai oublié personne. Donc maintenant aussi je voudrais savoir qui est concepteur. Ouais, levez-vous, c'est mieux aussi. D'accord. Applicateur maintenant, s'il vous plaît. Ok. Soigneur. Il y a des petites nuances, hein. Des soigneurs. D'accord. Et ceux qui sont en charge de la mise à mort des animaux aussi. Ah là, est-ce que les gens se lèvent? Faut assumer, hein, on est tous ensemble, hein. Ok, bon, ça marche. Je crois que j'ai fait le tour de mes questions juste pour avoir un petit aperçu. Par contre, il y en a qui n'avaient pas de compétences, non? Il n'y a pas tout le monde qui s'est levé. C'est pour ça aussi que visuellement, non? Il y en a qui n'assument pas, c'est ça? Ok, sur les modèles animaux aussi quand même, par curiosité. Donc, multi-espèces. Ok, multi-espèces, ouais, petite minorité. Rongeurs.
Ouais, je m'en doutais, ouais. Petit ruminant, donc ovin caprin. N'hésitez pas parce que ça permet aussi à la salle de se rendre compte un peu des proportions, c'est pas mal quand même. Grand ruminant, hein, bovin, chevreuil. Ok. Petite minorité. Porcin, enfin un modèle porcin. Hein. Ok. Oiseau. Ok. Poisson. Ah. Chien-chat. Je suppose aussi quand même, non? Chien-chat. Une personne. Équidé. Primate. Insecte. Non, d'accord. Bon, j'ai fait un peu le tour, mais c'était justement pour avoir un peu... Ah oui, si, pardon, excusez-moi. Membre de la SBEA. Comme levez-vous qu'on voit un peu la proportion. Ok. SBEA, structure bien-être animal, comme disait monsieur Michel Touze. Ok. Merci de votre participation. Il faudra jouer le jeu jusqu'au bout, hein, je suis désolé. Donc, à moi de me présenter. Donc, je me présente, c'est Taketavong. Oui, ça marche, excusez-moi. Donc, j'ai intégré l'INRA en tant que zootechnicien, technicien animalier, en fait. Pardon. Et c'était dans une unité expérimentale, dans le domaine donc de l'infectiologie, des rongeurs et des poissons. J'étais notamment dans une équipe sur les poissons. Donc, j'ai travaillé donc à la fois dans l'élevage, au niveau donc de tout le principe de l'élevage, hein, finalement, incubation, il n'y a pas alvinage, pré-grossissement, grossissement, et j'avais aussi un pan dans l'expérimentation, donc en infectiologie. Et je collaborais, mais je ne travaillais pas directement avec les rongeurs. J'ai ensuite réalisé une mobilité, donc ici sur Toulouse, à l'école vétérinaire, sur un poste cette fois de technicien de laboratoire, toujours dans le domaine de la santé animale. J'aime bien les mots, hein, c'est pour ça que ça... Et cette fois, fonctionnement différent dans une unité mixte de recherche. Et dans le domaine, cette fois, de la parasitologie sur les petits ruminants caprins et ovins. Donc à la différence, cette fois, contrairement à mon métier d'animalier, où j'étais au quotidien avec les animaux, j'ai perdu cette fréquence et du coup je visite beaucoup moins les animaux et de ce fait je connais moins la biologie de l'animal. Je fais un constat, peut-être certains se reconnaîtront, donc c'est un partage d'expérience. Donc du fait de mon parcours professionnel, je me suis beaucoup axé sur le lien entre l'outil, donc l'animal, et la recherche. Vraiment la réflexion entre les moyens, donc la plateforme zootechnique, et le but, répondre à une question scientifique. De ce fait, j'ai intégré différentes instances et comités, notamment sur le centre de Juillan-Josas INRA. À l'époque, j'ai intégré la cellule animalier. Et j'ai fait partie du comité d'organisation des journées d'animation scientifique dans le département de santé animale à l'INRA en 2018. Le but de ces comités ont pour vocation de souligner et de présenter les activités scientifiques tout en soulignant le lien entre les équipes zootechniques et les équipes de recherche. L'idée était aussi de pouvoir présenter et faire des visites directes ou indirectes d'infrastructures d'expérimentation animale afin de pouvoir partager des pratiques entre animaliers et expérimentateurs. On avait comme mission, comme notamment le comité d'éthique et la structure du bien-être animal, de pouvoir aussi diffuser et relayer des informations concernant la réglementation et les évolutions de pratiques. Et aussi, un point important, réfléchir sur l'évolution justement du métier d'animalier et de son environnement. Ensuite, du coup, du fait de mon nouveau corps de métier, j'ai voulu garder ce contact avec l'animal à différents aspects. Donc j'ai intégré le comité d'éthique sciences et santé animale de l'école et la structure, la SBEA, du pôle animal de l'école vétérinaire.
Donc, je me suis présenté, mon parcours professionnel, et je vais vous expliquer comment je fonctionne. Enfin, pour aujourd'hui. Donc, le point un peu INRA. Donc, l'idée, c'est que j'aime faire réagir les gens pour les provoquer et réussir à obtenir de la réflexion et potentiellement de l'action. Donc, je vais semer quelques petites idées, quelques pensées, du fait de mon expérience et des échanges que j'ai eus avec certaines personnes. Et j'espère faire croître en vous certaines idées pour potentiellement faire fleurir des actions. Ok ? Donc, je ne détiens pas du tout la vérité absolue. Je considère qu'elle est une partie en chacun d'entre nous. Donc, l'idée, c'est d'être interactif. N'hésitez pas à interagir avec moi, si vous êtes d'accord ou pas. Bien au contraire, ça va être enrichissant pour tout le monde. Donc, avant que j'oublie, je tiens à remercier le comité d'organisation, Elisabeth, Stéphanie et Annabelle, qui m'ont contacté du fait justement de mon parcours professionnel et de mon implication justement au niveau du bien-être animal. Justement, c'était un challenge puisque c'est pas du tout mon habitude, c'est pas un exercice auquel je suis habitué. Et j'ai répondu volontairement parce que j'espère aussi que ça incitera d'autres personnes à avoir la même démarche et le même volontariat, le même dynamisme, pardon. Puisqu'en fait, avec le recul, avec les formations que je suppose vous suivez tous, il est rare quand même malgré tout que ce corps de métier puisse s'exprimer et partager aussi ses expériences. Donc merci infiniment. Du coup, il est vrai que pour être tout honnête, je ne savais pas sur quel point, comment aborder la chose. Et par chance, on m'a insufflé un titre, donc c'était déjà pas mal. Et donc voilà, donc c'était la perception des utilisateurs et le bien-être des animaux au quotidien. Donc j'ai surfé sur ce titre et je me suis dit bon ok, on va le scinder en deux parties. C'était facile. Et donc je me suis axé sur la perception des utilisateurs. Je ne voulais pas forcément être redondant et reprendre des idées d'autres formations ou d'autres intervenants. Donc, du fait justement d'enquêtes et d'échanges et d'expériences, etc., j'ai voulu avoir une approche un peu plus différente. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis un peu provocateur aujourd'hui, mais c'est justement pour vous faire réagir. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir une petite approche différente. Donc, pour commencer tranquillement, je vais parler encore de ma vie privée, de ma vie perso. Donc, quel est le rapport ? Voilà. J'ai pris la responsabilité d'une chienne. Elle est belle quand même. C'était mon petit peu bonheur. Donc, juste la question aussi basique que j'avais posée. Est-ce que ceux qui ont un animal peuvent se lever, s'il vous plaît, aussi ? S'il vous plaît. Ouais, du coup, la moitié des participants déjà. Ok, merci. Et ceux qui ont quand même un contact avec les animaux hors contexte professionnel, levez la main si vous êtes un peu fatigué, c'est pas grave. Donc ok, donc ouais, quand même une majorité de personnes. Ok. Donc je tiens aussi à vous remercier. Je ne sais pas qui a répondu, mais j'avais lancé une petite enquête justement pour préparer cette présentation. Et j'ai eu de nombreux retours, donc je vous remercie. Je vais en présenter quelques-unes, mais j'ai pas eu le temps forcément de vraiment exploiter toutes les données. Donc c'est vraiment plus anecdotique qu'autre chose. Donc selon les réponses que j'ai pu obtenir, on peut voir que plus de 70% des personnes qui ont répondu au questionnaire ont un contact avec les animaux hors contexte professionnel. C'est un fait. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. C'est à vous de voir. Pour revenir à mon histoire de chien et de responsabilité, j'avais idéalisé un peu ce projet en me disant que voilà, je vais adopter un animal, donc j'aurai cette image de patte dans la main, et que dans ce projet, cet investissement aboutirait à une satisfaction des deux parties. Cependant, avec l'expérience, la réflexion, etc., il ne faut pas omettre que dès lors qu'on fait un projet, il est vrai que c'est compliqué déjà tout seul, mais dès lors qu'on rajoute en plus d'autres personnes, voire d'autres êtres vivants, les directions parfois ne sont pas les mêmes.
Et des fois, c'est compliqué. Donc, malgré l'agacement, la frustration que l'on peut avoir, il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons décidé d'être dans cette situation et dans cette interaction. Donc, il faut continuer à donner le meilleur de soi-même pour le bien-être de chacun, en fait. Même si des fois, c'est compliqué. Donc, oui, peut-être vous n'avez pas... Enfin, si j'ai pas été clair ou si je suis un peu comment dire... Enfin, disons que oui, je marche beaucoup aux images. Et aussi, du fait des réponses par rapport aux enquêtes, je voulais pas non plus être trop frontal. Donc, je vais plus aller sur l'analogie et voir l'empathie. Donc, sur cette image, en fait, on peut la comparer de ce projet de vie personnelle à nos projets à nous, dans le contexte professionnel. Finalement, quelle est la responsabilité des personnes dans un projet scientifique? Et finalement, on rebondit sur ce côté bien-être animal. Souvent, on va plutôt pointer du doigt les personnes qui sont sur la plateforme zootechnique, puisque finalement, c'est elles qui sont majoritairement en contact avec les animaux. Mais les interactions sont dans tous les sens. Et finalement, ceux qui sont impliqués dans les analyses et dans le financement, voire le porteur de projet qui potentiellement aura une belle publi, ils sont tous impliqués aussi. Et ça, on l'oublie un peu. Donc, il est vrai qu'il faut le signaler et se le rappeler. On est tous acteurs et c'est vrai que souvent, on délègue, ce qui est normal. Mais à partir du moment où on adhère à un projet, c'est prendre une part de responsabilité à mon sens. Ça va? Vous arrivez à suivre? C'est particulier, je sais, mais j'assume. Hein. J'ai pris un risque. Justement, par curiosité aussi. Hein. Bon, c'est dommage, monsieur Fabien n'est pas là. Je fais un peu de la sociologie à 2 balles. Est-ce que vous faites partie des gens comme moi qui, quand vous saluez des gens, vous leur posez cette question justement? Est-ce qu'il y en a qui peuvent assumer et se lever ou je vais me sentir vraiment seul? Ah, donc je suis pas... Ouais, d'accord. Ok, ça me rassure, c'est bien. Je vais juste poser la question, mais après, pas besoin d'assumer. Sur cette question de ça va, de comment va la personne, qui pose cette question sans entendre et écouter la réponse? Est-ce qu'il y en a qui vont assumer ou pas? Non, tout le monde essaie d'entendre la réponse quand même, de l'écouter, quelle que soit la réponse. Je laisse réfléchir après. Et la même question aussi, sur ce ça va. Est-ce qu'il y en a qui se sentent, dans le sens inverse, hein, où la personne en face pose cette question, est-ce qu'il y en a qui se sentent obligés de répondre par la positive, même si ce n'est pas le cas? Ah, ouais. Donc il y en a quand même, malgré tout. Ok. Donc ça va. Là où pardon, oui. On en connaît, tout à fait, oui. Oui, tout à fait, oui. La nature humaine, la nature de l'être vivant. Donc, je rebondis sur cette question, puisque dans mon questionnaire, il y avait voilà, cette question. Personnellement, te sens-tu concerné par la question du bien-être animal? Et finalement, je vous remercie encore sincèrement parce que c'est vrai que quand j'ai fait le questionnaire, j'avoue que j'avais quelques doutes en me disant bon, je passe du temps, est-ce qu'il y a des gens qui vont quand même me répondre? Et finalement, il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu, donc ça a fait plaisir, mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'imperfections sur mon questionnaire. Et donc sur cette question, justement, j'ai trouvé une imperfection, puisque finalement, on se rend compte que il y a vraiment une majorité qui se sent concernée par la question du bien-être animal, mais enfin. Ça reste personnel, hein. Je balance juste des pensées, et après c'est à vous de mixer et de prendre ce que vous voulez. Benchmarking. Donc, si je posais une question équivalente sur un autre domaine, personnellement, te sens-tu concerné par la question du réchauffement climatique? Eh ben, je pense que j'aurais à peu près la même proportion. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma conviction. Si je pose la même question, personnellement, te sens-tu concerné par, je ne sais pas moi, la pauvreté? Je pense que j'aurais à peu près les mêmes genres de réponses.
Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a une différence entre les pensées, le discours et la réalité. Finalement, là, sur le dernier exemple de la pauvreté, je ne vais pas faire lever les gens, je ne vais pas les culpabiliser, mais je pense qu'on a déjà vu pas mal de gens justement dans le besoin. Et est-ce qu'on réagit? Par l'action, je parle. Et par contre, si je pose la question, est-ce que les gens sont quand même sensibilisés à ça? Je pense que les gens vont répondre par la positive en disant oui, c'est vraiment pas cool. Et finalement, voilà, je l'ai dit, je marche par analogie. Dans un projet scientifique, c'est un peu la même chose. Comme je l'ai montré sur le schéma précédent, on délègue, chacun a sa partie. Et finalement, quand il y a un truc qui ne va pas, c'est pas mon problème. Je caricature, c'est fait exprès. J'ai dit que je suis un peu provocateur, mais c'est juste pour faire réfléchir. Donc la question du bien-être animal, ça concerne qui finalement? Ça concerne juste ceux qui sont en contact direct avec les animaux ou toute l'équipe qui veut les utiliser à des fins scientifiques? C'est une réflexion qui, je pense, est intéressante et c'est vraiment l'idée d'échanger et d'ouvrir un peu les esprits. Mais après, l'idée, c'est pas de blâmer. Naturellement, je pense qu'on préfère aller vers le beau temps que vers la tempête. Et trop de soucis tue le souci. C'est pourquoi aussi, il est important d'avoir des structures comme le comité d'éthique ou la structure de bien-être animal, justement, avec des avis extérieurs, le fait de pouvoir déléguer, dédouaner, justement, pour pouvoir avoir du recul et avoir une synthèse de tout ce qui peut se passer. Donc voilà, je reviens sur cette question de ça va. Et j'espère que vous m'avez compris. Finalement, cette question amène beaucoup de choses. Et il est vrai qu'il est compliqué d'être en synergie, de pouvoir travailler, communiquer avec et entre humains. Alors comme c'est déjà compliqué, si on transpose cette question, c'est un peu d'anthropomorphisme, mais avec les animaux, est-ce que la difficulté n'est pas telle, est-ce qu'elle n'est pas accentuée finalement, puisque c'est pas les mêmes canaux de communication, les mêmes outils de compréhension. Et finalement, c'est pour ça aussi que j'ai fait le test, pour le voir en live, en direct. Si je vous compare à des lots d'animaux dans une expérimentation, et que je me pose la question, est-ce que ça va, finalement? Est-ce que je suis en capacité de répondre? Du fait de ma sensibilité, du fait de mes capacités, et de mon expérience et de mes compétences. Et finalement, je pourrais me dire, finalement, ça va, ils ont l'air bien. Je peux regarder au premier plan. Alors je vais être encore un peu provocateur, c'est volontaire, mais vous pouvez réagir si vous voulez. Après, je regarde un peu l'environnement, je me dis, ça c'est un peu assombri quand même. Et finalement, ce petit coucou, si je vais un peu plus loin, désolé, mais est-ce que c'est pas ça que je préfère éviter de voir? Voilà. Donc je surfe aussi sur le mouvement actuel, justement, des féminicides, etc. Parce que je compare, pour moi, c'est pour ça que je regrette que M. Fabien ne soit pas là, on parlait des mouvements, etc. Et je pense qu'actuellement, on est sur je pense que vous en êtes conscient aussi, sur un autre mouvement. Et je le compare justement parce qu'il y a des tendances comme ça. Et voilà, maintenant qu'on parle de féminicide, il y a beaucoup de communication autour de ça. Ça paraît pas normal. Mais ça fait des années que c'est comme ça et c'est maintenant que c'est pas normal. Et je pense qu'on est sur le même mouvement à l'heure actuelle, sur cette réflexion, au niveau du bien-être animal. Il y avait des choses tolérées à l'époque et maintenant qu'ils ne le sont plus. À tort ou à raison, après chacun a ses arguments et ses opinions, mais je pense que c'est une question à se poser, à essayer de faire évoluer finalement. Donc après c'est une histoire de sensibilité et d'interprétation de chacun. Donc l'une des citations c'est, voilà, n'accorde pas ta confiance au discours des hommes, mais plutôt à leur action. Donc on est présent aujourd'hui, mais ce qui serait super c'est qu'il y ait quelque chose derrière après. Donc sur une des questions que je vous ai posées, selon toi, dans un projet utilisant des animaux à des fins scientifiques, le bien-être animal doit être considéré de manière, etc. Une bonne proportion a répondu obligatoire et essentiel. Je pense que voilà, un biais dans mon questionnaire était de mettre obligatoire et essentiel ensemble, parce que je pense que ces deux proportions sont... je pense que c'est les mêmes personnes qui ont répondu. Par contre, là où j'ai un peu tiqué, c'est vrai, c'est sur ce pan-là.
c'est bon, non complété, non concerné. Bon, après, ça peut être les biais des enquêtes, mais bon, du fait des autres questions et des réponses, je me dis que c'est plus ou moins volontaire. Et du coup, bah voilà, c'est ce que je disais sur le discours et les actions, et sur la sensibilité. Comment ça se fait enfin, à moins que vous pouvez répondre, d'ailleurs, peut-être que c'est moi qui me rend pas compte. Ça aurait pu, enfin, les gens auraient pu cocher facultative ou sans opinion, mais là, je sais pas. Alors, je me demande si ces personnes-là, justement, se posent pas la même question. Qu'est-ce que je dois répondre? Est-ce que je me sens concerné ou pas? Donc, voilà. Je sais pas. Je vous partage mes doutes. Et donc, pour revenir sur cette histoire de féminicide, j'aime bien cette image, hein, c'est une façon de parler, dans le sens où justement sur cette image, comme je suis sur l'analogie, on pourrait comparer à différentes choses. Je pourrais comparer la personne derrière cette main à des animaux qui n'ont pas la capacité de s'exprimer, ou en tout cas de se faire entendre par nous, personnels qui utilisons des animaux à des fins scientifiques. Et finalement, voilà, sur une image comme ça paraît fou de rien dire. Mais est-ce qu'on n'est pas des fois dans ces situations-là? Et est-ce qu'on ne laisse pas un peu des choses se détériorer, ou en tout cas, comme je l'ai mis dans d'autres images, changer de direction, enfin de ne pas regarder à ce niveau-là. Aussi, comme M. Toulz en a très bien parlé, et encore merci, que ça aille dans les différentes instances, on peut avoir cette image aussi justement des opérateurs, c'est-à-dire le personnel zootechnique. Et finalement, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure au début sur le fait de pouvoir m'exprimer, et j'en remercie encore le comité d'organisation. Je pense, en échangeant avec certaines personnes, hein, c'est pas une généralité, mais en tout cas c'est représentatif malgré tout, j'invente pas, il y a des gens qui justement aussi souffrent des conditions de travail des animaux et les leurs. En fait, les deux sont liés. Et finalement, on se retrouve dans cette situation où ils en souffrent, et finalement, il y a un tabou, il y a une omerta, et voilà, c'est... Pardon, oui. C'est peut-être une interprétation, je prends. Oui, oui. Il a dit justement que est-ce que c'est pour ne rien dire, ou plutôt la personne on a la nausée. Peut-être certains se retrouveront, ou des collègues qui ne sont pas présents. Mais je pense que voilà, l'idée c'est, je suis un peu provocateur, je bouscule, mais je pense que c'est des choses qui sont dites en underground, et en fait il faudrait les dire aussi de temps en temps, pour dire que tout n'est pas rose, et que l'idée, on est réunis avec ces formations pour justement sensibiliser aussi à ce niveau-là, puisqu'on parle du bien-être animal, mais en fait il est intimement lié au bien-être justement de l'équipe. Et c'est en améliorant peut-être les conditions de travail, etc., qu'on peut aussi améliorer les conditions de vie de ces animaux. Donc voilà, des fois ça peut être une vérité qui dérange, mais il me semblait important d'en parler, de me faire porte-parole de certaines personnes. D'ailleurs oui, parce qu'il y avait des commentaires libres, etc., donc j'essaie de synthétiser. C'est pas forcément mes pensées propres, mais c'est remonté, donc je préfère justement le communiquer publiquement. Justement, sur la question, comment réagis-tu lorsque tu considères qu'il y a un problème au niveau du bien-être animal? J'ai été agréablement surpris, puisque il semble que tout fonctionne bien. Les gens contactent le personnel en charge des animaux, en parallèle, ou ils contactent aussi le responsable donc, de l'animalerie, enfin de la plateforme zootechnique. Certains aussi, certainement compétents, rectifient eux-mêmes la situation quand ils peuvent. Alors il semble que sinon, c'est super, rien, c'est-à-dire que ça leur arrive jamais, donc bon, ça c'est super. Et aussi un point important, j'ai été agréablement surpris, parce que j'avoue que j'avais quelques préjugés, une bonne proportion quand même aussi, quel que soit le choix qu'ils font, s'assure que la situation a été tracée. Alors tiens, je rebondis sur ça. Alors je vais peut-être avoir une réponse. Il est vrai que du fait des réponses que j'ai eues, je me suis dit, mince, super, c'est cool, je vais approfondir. Donc je vous ai envoyé un autre mail, et là j'ai eu pas beaucoup de réponses.
Alors, il y a plusieurs interprétations. Est-ce que le mec il est un peu relou, c'est bon, on a répondu à une question, ça suffit, un questionnaire. Ou justement, je me sens pas en capacité d'y répondre. Alors, je sais pas, donc je vais pas aller trop dans l'interprétation, mais quand même. Disons que justement, je posais la question sur la structure du bien-être animal et la traçabilité à ce niveau-là. Alors, peut-être aussi il y avait cette histoire de confidentialité aussi, peut-être en interprétation, mais j'aurais rien diffusé, ça c'est sûr. Et finalement, je me dis, bon, voilà, discours, action. Quand je demande quelques preuves de traçabilité, bon, je suis pas inspecteur, hein, je me permettrai pas, mais il n'y a pas grand-chose, enfin, en tout cas, au ressenti. Et donc, du coup, voilà, c'est un point finalement qu'il faut signer et travailler. Parce que c'est dommage de dire que les choses sont tracées si elles ne le sont pas. Et c'est pareil, quel que soit le choix que je fais, je m'assure qu'une mesure corrective a été réalisée dans un délai raisonnable. Il y a des gens qui ont répondu vraiment même pas délai raisonnable, le plus rapidement possible, tant mieux. Mais c'est une petite proportion. Et finalement, si je vous pose la question, hein, c'est toujours pareil, comment vous vous assurez que cette mesure corrective a été réalisée ? Finalement. C'est la question. Après, on retourne dans un cycle où, justement, les gens essayent d'être volontaires, de proposer des choses pour améliorer le bien-être animal. Et comme l'a dit justement M. Tools, il y a aussi des histoires financières, on peut le comprendre. Mais du coup, il n'y a rien qui est fait, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je l'avoue, hein, ça c'est ma nature, je suis assez protocolaire. J'aime bien la traçabilité, hein. Donc c'est un peu contradictoire avec la situation précédente, hein, où je disais discours-action. Mais finalement, non, pas forcément aussi. Quand il y a de l'utilité, il y a du sens, hein, c'est logique. Hein. Donc, heureusement, je pense que ça a apporté une grande évolution. Il y a les saisines et le comité d'éthique. Et je pense que ça permet un peu de structurer les choses et de sensibiliser de plus en plus. Après, aussi, des échos aussi que l'on peut avoir. Il ne faut pas faire du papier pour faire du papier. Et un excès de papier tue le papier. Et aussi, le risque et le travers, c'est d'écrire pour faire plaisir, quoi. Des choses qui correspondent pas forcément à la réalité. Et c'est un peu dommage parce que finalement... les personnes qui sont au cœur de l'action, je parle en tant qu'ancien animalier aussi, déjà c'est pas sûr et je pense que c'est assez important aussi de présenter le projet aux personnes qui sont complètement impliquées dans l'utilisation de ces animaux. Ça leur permet de donner du sens à leur travail. Et aussi après de voir l'adéquation entre ce qui a été écrit et ce qui est réalisé. Ce qui permet après de mettre en action la structure bien-être animal. Donc tout s'imbrique tranquillement. Donc ceux qui ont déjà été en animalerie, et heureusement, moi j'ai eu des échos à l'époque, mais c'était pas de mon époque, ils pouvaient avoir un peu le foutoir. Et après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, hein, et notamment aussi dans les écrits. Ceci. Je pense que tous ceux qui sont parents ou qui vivent tout simplement dans un logement, ils se rendent bien compte que ça vit. Donc, faut pas tomber dans cet extrême, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ça n'existe plus. J'espère, mais je pense carrément. J'en suis quasi convaincu. Mais par contre, cet état d'effet dans une animalerie, pour moi, c'est rare, sauf s'il y a un vide sanitaire et qu'il n'y a pas d'animaux ou je ne sais quoi. Donc ça en fait partie, tant mieux si c'est juste ça correspond à l'instant T au niveau d'un vide sanitaire ou autre. Mais voilà, il faut trouver le juste équilibre. Donc voilà, sur le pan perception des utilisateurs, c'est ça que je voulais. Je voulais juste que vous ouvrir les esprits, en tout cas vous les secouer, et que justement dès lors que vous allez à nouveau travailler sur vos projets, que ce soit directement ou pas, essayez d'avoir l'esprit ouvert et l'esprit critique, et essayer d'avoir du recul et de faire peut-être preuve d'empathie, et de se mettre à la place des autres, afin de faire une expérimentation de qualité sur les animaux.
Donc brièvement sur le bien-être des animaux au quotidien, sur la deuxième partie. Justement, je me suis fié un peu sur vos réponses aux enquêtes. Et si je m'en fie, j'ai rien à dire en fait. Parce que finalement, tout le monde est concerné et tout le monde connaît tout. Donc c'est tant mieux si c'est vraiment le cas. Et je vous en félicite. L'idée, c'est juste maintenant, du fait des connaissances et des compétences de chacun, de travailler tous ensemble de façon intelligente et pas de son côté. C'est vrai que des fois, voilà, ce qui est ressorti aussi, c'est le côté isolement et le manque de synergie entre les équipes et le manque de communication. Donc je pense que c'est un point important pour améliorer les conditions de travail, le bien-être des animaux et des opérateurs. Je fais quand même un petit rappel, puisque la majorité ont répondu, mais je ne sais pas si c'est grâce à Google. Mais certains ne connaissaient pas les cinq libertés. Donc un petit rappel pour les personnes qui n'ont pas des contacts tous les jours avec les animaux, et même d'ailleurs pour les animaliers aussi. Il est pas mal quand on manque de recul, parce qu'on est aussi sur des routines, de se reprendre ces principes pour voir justement où on en est par rapport à la gestion de ces animaux, que ce soit en élevage ou en expérimentation. Donc voilà, regardez la liberté physiologique, environnementale, donc d'abord l'animal, le cadre, le côté sanitaire, le comportement et la liberté mentale. J'ai apprécié le commentaire d'une personne qui disait, qui avait écrit plutôt, que ce n'était pas c'était mal formulé les cinq libertés. Et c'est vrai que j'ai apprécié qu'ils disent plutôt que c'était des conditions de vie, plutôt que dire les 5 libertés. Donc c'est vrai, je reprendrai ces termes en disant le principe des 5 conditions de vie. Et donc voilà, sur le physiologique, pas de faim ni de soif, ce qui paraît logique, mais en concret parfois, il est important de voir ça. L'inconfort, c'est-à-dire les conditions de vie de l'animal et le logement. Comme le disait M. Tools, vérifier les abreuvoirs, les choses comme ça qui ne fonctionnent pas. Donc c'est sûr, c'est le rôle principal aussi du personnel zootechnique. Mais je pense que comme chacun le sait, il y a aussi parfois des problèmes d'effectifs. Et que finalement, comme on en a parlé précédemment, on est tous impliqués. Donc ça ne coûte rien de vérifier quand on va voir les animaux si tout se passe bien. Et justement, de vérifier l'animal, de ne pas être sur le va-vite et justement vérifier qu'il n'y a pas de douleur, de blessure ou de maladie. Bon, ça c'est un peu plus grave. Et puis après, tout simplement, oui, connaître son animal, son modèle animal. Et c'est vrai que, je peux en parler, comme ça je mouille personne, seulement moi. Lorsque j'ai fait ma mobilité et que j'ai changé de modèle animal, je ne connaissais pas l'animal. Et il a fallu apprendre sur place. Et du coup, comment savoir si le comportement est propre à l'espèce? Et bien là, on se fie à l'équipe zootechnique, donc on les valorise, et ça c'est aussi important, de pouvoir échanger. Et prendre le temps, tout simplement. Juste pas passer pour faire des prélèvements, mais prendre le temps de manipuler l'animal, d'apprendre la contention, que l'animal s'habitue à nous. Et ça évitera aussi certaines peurs et détresses, dans les deux sens d'ailleurs, parce que j'ai pu encadrer aussi pas mal de stagiaires, enfin d'étudiants, et c'est vrai que quand ils n'ont pas l'habitude des animaux, ça peut créer pas mal de tensions. Et finalement, voilà, on en revient au bien-être animal et opérateur. Le bien-être animal, il est défini par l'ANSES. La dernière définition en 2018 est assez appropriée. Donc, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors, c'est vrai que quand j'ai préparé mon questionnaire et qu'après j'ai essayé de réactualiser mes connaissances, on se rend compte que voilà, c'est une démarche assez nouvelle et que les supports ne sont pas forcément tous connus. Donc, celles que j'ai trouvées pertinentes, je vous les partage. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la structure bien-être animal, c'est une obligation réglementaire qui a été vraiment appliquée à partir de 2013. Et c'est vrai que, de mon expérience, après, je ne sais pas si elle est commune à chacun, il y a eu, comme d'habitude, un peu de latence. Et cette mise en place a pris un certain temps. Et c'est vrai que c'est plus, à l'heure actuelle, 5, 7 ans après, que ça commence à bouger un peu plus. Le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture
a édité une stratégie globale sur le bien-être des animaux, mais plutôt en production plutôt qu'en expérimentation animale quand même, sur une stratégie basée sur la période de 2016 à 2020. Ce qui est ressorti, c'est justement le Centre national de référence pour le bien-être animal, qui regroupe l'INRA, les écoles vétérinaires et les instituts d'élevage. Et de là, une chaire bien-être animal a été créée en 2018. Et donc, si cela vous intéresse, il y a les sites. Et ils sont pas mal. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une nuance sur les mots, et notamment la bientraitance et le bien-être. Et finalement, la bientraitance, c'est ce qu'on fait plus ou moins. Et c'est là où on a des leviers d'action. C'est vraiment traiter l'animal, et ça concerne vraiment notre conduite, la conduite des opérateurs à l'égard de l'animal. Par contre, juger le bien-être animal, enfin en tout cas essayer de l'améliorer, c'est un peu plus compliqué puisque ça concerne l'animal directement et son ressenti. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on fait une distinction entre les obligations de moyens sur cette bientraitance et l'obligation de résultat sur l'animal. On peut essayer de trouver des indicateurs afin de pouvoir répondre à ces questions et ces obligations. Enfin, pour faire ressortir aussi certains points qui ont été évoqués lors de mon questionnaire sur les commentaires libres, etc. Je me répète, mais je pense que c'est important. Voilà, on parlait du bien-être des animaux et dans le sens global au quotidien. Et bien pour cela, il faut toujours anticiper. Hein. Expérimenter, c'est anticiper. Donc il faut bien travailler en amont, à la fois en s'aidant des comités présents, comité d'éthique, SBEA, et le concepteur doit un peu jouer avec ces deux instances afin justement de répondre à ces obligations de moyens et de résultats. Ça, c'est à l'échelle des instances, un peu côté aussi administratif et terrain à la fois. Et en parlant des personnes, des individus, c'est la même chose. Donc vraiment travailler en synergie, favoriser la communication, donc entre le concepteur, les applicateurs et les soigneurs. Et aussi, on en a parlé, c'était d'ailleurs un peu délicat, ceux qui mettent à mort, parce que c'est pas anodin. Et donc voilà, du coup, c'est toujours sur cette idée d'obligation de moyens de résultats, du côté bien-traitance et bien-être de l'animal. Et il y a eu quelques remarques qui sont ressorties, et elles étaient fréquentes, donc je vous les transmets, à vous de réfléchir sur la question. Il est vrai que certains manifestaient le fait que certains concepteurs n'étaient pas très présents avec les animaux, vraiment très 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 peu. Et comment de là on peut parler du bien-être animal. Donc après on peut aussi, on délègue hein, bien entendu, donc on peut aussi avoir des échos. Mais voilà, je sais que c'est ressenti, donc voilà, je transmets justement pour peut-être favoriser les échanges entre les différentes équipes. Pardon, oui. Oui, tout à fait, oui. Je fais juste remonter, après, c'est pas forcément ma pensée, mais oui, tout à fait, oui. Donc ce qu'il a dit, si ça n'a pas été entendu, c'est tout simplement d'où le fait d'avoir une obligation des concepteurs d'avoir une habilitation de niveau 1 pour avoir cette sensibilité par rapport au bien-être des animaux. Et donc en fait aussi, ce qui est beaucoup ressorti sur les leviers d'action pour le bien-être animal, finalement, ça prouve que c'est ancré. C'est les 3 R, voire les 4. Et grâce justement au comité d'éthique, etc., et malheureusement de la lourdeur des saisines parfois, les choses sont quand même ancrées, malgré tout. Donc il y a quand même ce côté remplacement, s'il y a possibilité de méthodes alternatives, de réduction, vraiment avoir le nombre optimal d'individus pour répondre à la question scientifique, et le mode de raffinement, donc sur les conditions d'élevage ou d'expérimentation. Un autre point à souligner, qu'on oublie parfois, c'est la réhabilitation, la retraite. Il y a l'association Graal, pour ceux qui connaissent, et il est vrai qu'il est bon aussi de le rappeler, et d'anticiper encore. Donc sur l'utilisation des animaux, mais aussi leur devenir.
Bon, en santé animale, enfin moi j'étais en infectiologie, oui, quand il y a la mise à mort, on sait. Mais bon, pour d'autres animaux, d'autres contextes, c'est bien d'anticiper aussi. Et voilà, donc ce que je veux faire ressortir par rapport aux commentaires des questionnaires, c'est certains points, donc sur l'axe humain, matériel et organisationnel. Parce que je pense qu'il est bon aussi d'en être conscient. Tout c'est dit, mais c'est pas forcément présenté officiellement à chaque fois. Donc le côté humain et effectif. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de problèmes de turnover, enfin, ou de sous-effectifs dans certaines équipes, et notamment ceux qui s'occupent des animaux. Voilà, je me répète, mais le côté bien-être opérateur. La communication, hyper importante. Bon, j'en ai parlé, du temps dédié par le concepteur. C'est des choses que je fais remonter parce que c'était une certaine proportion. C'est pas forcément... Donc voilà. Et sur le matériel, voilà le raffinement, donc il y a un côté aussi budgétaire, la vétusté du matériel, etc. Donc à améliorer pour le bien-être animal. Et aussi, oui, trouver un outil de communication. Un truc assez simple mais sécurisé. Parce que finalement, oui, l'accessibilité, les retours, les plans d'action par rapport au bien-être animal, à l'heure actuelle, je pense que c'est pas forcément, en tout cas dans tous les instituts, toutes les équipes, homogènes. Et voilà, après, les gens ont aussi beaucoup parlé de la formation, de la sensibilisation. C'est pour ça que j'ai plus surfé sur cet état d'esprit sur ma présentation. Le recyclage des compétences et des connaissances. Et donc avec le Centre national de référence de bien-être animal, il y a le projet Welfare Quality avec différents indicateurs qui peuvent permettre justement de juger le bien-être animal. Et voilà, sur les instances, toujours améliorer la coordination entre structure bien-être animal, qui est plutôt sur le terrain, comité d'éthique qui chapeaute et l'équipe de recherche et zootechnique. Et vraiment réfléchir sur la faisabilité, la disponibilité et l'anticipation. Et finalement, comme on en parlait, prendre le temps, avoir un temps adapté. Parce qu'on entend, quel que soit le domaine, on court. Et finalement, plutôt, il faudrait peut-être réfléchir sur la qualité plutôt que la quantité. Donc voilà, l'Astal, je ne détiens pas la vérité et l'expérience, donc j'ai rebondi sur des retours d'expérience et d'autres animations, ce qui proposait justement pour améliorer le bien-être animal, donc c'est des choses peut-être que vous pratiquez déjà, le scoring, l'évaluation de la douleur ou du bien-être animal, toujours selon les préceptes de Welfare Quality. Une checklist pour la visite d'une animalerie. Finalement, c'est vrai que des fois on subit les choses, mais finalement, côté qualité, un peu, si on prévoit déjà la chose, on peut mieux se focaliser et être plus efficace, comme on est toujours en manque de temps. Et avoir un tableau de suivi justement des améliorations et de voir les écarts de réalisation. Parce que finalement, voilà, c'est ce qu'on disait, il peut y avoir des réunions, des constatations, mais est-ce qu'il y a de l'action derrière? Et donc un compte-rendu de réunion qui permet aussi de donner une visibilité à chacun. Et donc aussi une chose qui peut se faire, c'est l'équivalent de... Tiens, j'ai une question. RSST, ça en parle? Ceux qui connaissent le RSST peuvent se lever, s'il vous plaît. C'est juste pour vous réveiller, c'est bientôt la fin, c'est comme ça, au moins vous êtes prêts pour aller manger après. RSST, 3 personnes. 4, pardon. Ok. Donc voilà, j'ai rebondi sur ça justement parce que bon, oui, c'est dans le domaine de l'hygiène et sécurité. Et finalement, c'est là où je vais en venir sur l'idée de formation et de sensibilisation. Finalement, en prévention, semble-t-il, il y a des manques, puisque en fait le RSST, c'est le registre de santé et de sécurité au travail, et ça permet justement, dans nos conditions de travail, de pouvoir se manifester quand il y a des soucis. Et oui, pardon. Ah, peut-être chez vous, je sais pas, mais normalement c'est comment? C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Pas vraiment, parce que normalement le RSST, il est accessible même à des gens qui ne travaillent pas dans l'établissement. Donc par exemple, un livreur qui vient et qui voit qu'il y a un souci, il peut le noter, et après c'est remonté au CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et de conditions de travail, et c'est traité. Donc c'est un peu différent quand même. Voilà. Pourquoi j'en viens là? C'est justement pour sensibiliser. S'il y avait un système équivalent sur le bien-être animal et sur l'expérimentation, pourquoi pas faire des fiches anomalies justement qui vont être étudiées derrière sur la biotraitance et le bien-être animal. Et voilà, essayer de donner des réflexes aux acteurs pour qu'ils puissent se manifester à ce niveau-là.
J'en finis tout simplement sur des formations complémentaires dont je fais la publicité parce que je pense qu'elles sont intéressantes. Il y a l'école technique sur l'éthologie et le bien-être en expérimentation animale, qui est faite aussi par le CNR BEA. Et justement, eux, ils portent aussi sur les échanges d'expériences. Voilà, donc c'est assez intéressant. Il y a le MOOC, je suppose que certains l'ont fait, donc une formation en ligne, par VET AgroSup, qui peut être super intéressante aussi, qui est axée sur certains modèles, mais qu'on peut transposer sur les autres animaux. Et aussi l'AFSTAL en mai 2020. Alors là, peut-être, ça pourrait intéresser entre autres aussi les concepteurs, puisqu'il y a vraiment une approche éthique de reproductibilité, une approche statistique, etc., etc. Donc c'est assez complémentaire. Je vous remercie de votre attention et d'être attentionné. Voilà. Juste avant de débuter les questions, sur la première partie, on peut dire qu'il y a plein, comme on disait tout à l'heure, de réseaux, de groupes qui peuvent être à votre écoute. Donc que vous ayez des questionnements positifs ou négatifs, on va dire, il y a l'AFSTAL, le GIRCOR, les réseaux, les SBEA, les comités d'éthique. Donc si vous avez des remontées à faire, n'hésitez pas. Voilà, on n'est pas tout seul dans un établissement utilisateur, on est tous en lien, on travaille tous sur la même chose, sur la même thématique. Donc n'hésitez pas, voilà, il y a des gens qui sont à votre écoute, je le répète. Donc, est-ce que vous avez des questions pour CETA ? Peut-être une petite remarque du point de vue utilisateur, vous qui êtes tous des utilisateurs, qui avez tous des ressentis ou sur le bien-être animal ? Je vais me parler tout seul en fait. Non, juste, est-ce que ma présentation vous a parlé ou vous a paru complète ?